Le point de départ de ces estimations est le bilan hydrique réalisé sur un bassin versant. Sur un bassin versant, si on néglige les éventuels échanges en souterrain avec les bassins voisins, le bilan entre deux instants T et T plus dt s'écrit simplement comme précipitation égale à écoulement plus évapotranspiration plus la variation de stock. Rappelons que ces variables sont des cumuls de hauteur sur l'intervalle de temps dt. Rappelons aussi que l'écoulement s'exprime ici en lame d'eau, car le débit volumique a préalablement été converti en lame d'eau en divisant par la surface du bassin versant. Lorsque dt est grand, typiquement supérieur à 10 ans, les variables P, Q et ET, qui sont des cumuls, augmentent considérablement alors que la variation de stock reste sensiblement la même que sur une année. Lorsque dt est grand, on peut donc faire l'hypothèse que la variation de stock devient une grandeur négligeable devant les autres termes de l'équation. On peut alors écrire que les précipitations sont égales à l'écoulement plus l'évapotranspiration. Ou bien, si l'on cherche à estimer l'évapotranspiration, que évapotranspiration égale à précipitation moins écoulement. Cette équation, lorsque P et Q sont connus, permettent d'estimer ET, l'évapotranspiration, sur le long terme. Malheureusement, la mesure du débit fait souvent défaut, et on a donc recours à des estimations moins directes et forcément plus incertaines de l'ET. On l'a vu précédemment, les facteurs contrôlant l'ET sont liés à l'apport en eau et à l'apport en énergie. Ces deux facteurs peuvent être respectivement représentés par les variables P et ETP. La précipitation P va renseigner sur l'apport en eau disponible pour l'évapotranspiration et l'évapotranspiration potentielle ETP va renseigner sur l'apport en énergie nécessaire à l'évapotranspiration. Les modèles d'estimation de l'évapotranspiration prennent donc souvent la forme d'une fonction f à deux variables, ETP et P. Les approches que nous allons voir par la suite proposent des fonctions alternatives à une seule variable. Le ratio ET sur P est alors une fonction du ratio ETP sur P. ET sur P est communément appelé rendement évaporatoire, alors que le ratio ETP sur P est appelé indice d'aridité. Historiquement, c'est au début du XXe siècle que des propositions de cette fonction ont été faites. Ces propositions ont été principalement faites sur la base d'observations sur le long terme de débit, de pluie et d'évapotranspiration potentielle. Replongeons-nous dans ce type de démarche et essayons de voir comment s'organise ET sur P en fonction de ETP sur P. Prenons pour commencer le bassin versant du Blavet à Languidic. Ce bassin de 1951 km² a une pluie moyenne de 1050 mm par an et un écoulement de 490 mm par an, et enfin une ETP de 760 mm par an. Ces valeurs permettent de déterminer les ratios ET sur P et ETP sur P et de les placer sur le graphique. Pour avoir une réponse diversifiée, prenons un bassin plus sec, le bassin de la rivière Williams à Saddleback, en Australie, qui a une superficie de 1400 km². Une pluie moyenne de 557 mm par an, un écoulement de 92 mm par an et une ETP de 1470 mm par an. Ces valeurs permettent de déterminer les ratios ET sur P et ETP sur P et de les placer sur le graphique. Avec ces deux points, on peut déjà voir ce qui était assez attendu. La fonction qui relie ET sur P à ETP sur P est croissante. Plus le bassin versant est aride, plus son rendement évaporatoire est grand. Enrichissons le graphique en prenant un maximum de données disponibles, ici plus de 5000 bassins versants avec des enregistrements disponibles sur au moins 10 ans. Le nuage de points est assez dispersé, mais on devine une organisation assez cohérente. Une allure croissante, une pente assez forte pour des valeurs d'aridité inférieures à l'unité et une pente plus faible au-delà. Sur ce graphique, nous constatons que les rendements évaporatoires ne dépassent pas l'unité, ce qui est en cohérence avec le bilan en eau. Nous pouvons aussi constater que les points sont en général sous la bissectrice. Des points sur cette bissectrice respectent l'égalité entre ET sur P et ETP sur P. Donc cette bissectrice représente une limite liée au bilan d'énergie.
Si un bassin versant se situe au-dessus, cela veut dire que l'évapotranspiration sur ce bassin est supérieure à l'évapotranspiration potentielle, ce qui est peu vraisemblable, mais pas impossible, comme en témoignent certains bassins versants sur ce graphique. Il est tentant de vouloir faire passer une ligne entre ces points. La solution analytique la plus connue est celle que Budico a proposée en 1974. L'équation est apparemment complexe, mais l'ajustement au nuage de points est assez bon. Il faut ici souligner que Budico a développé cette équation avec un nombre beaucoup plus restreint de données expérimentales. Il faut aussi souligner que d'autres auteurs avaient déjà proposé des équations de ce type bien avant Budico, qui a contribué à rendre cette approche populaire. Revenons sur l'interprétation hydrologique de cette allure de courbe. Nous en avons déjà parlé, la pente de la fonction est relativement forte pour des coefficients d'aridité faibles, et la pente de la fonction devient quasiment nulle pour des valeurs fortes du coefficient d'aridité. Cela traduit des contrôles différents de l'évapotranspiration. Regardons dans le détail ces contrôles pour les bassins les plus humides, c'est-à-dire quand P est grand devant ETP. Dans ce cas, la courbe de Budico est quasiment confondue avec la bissectrice, traduisant le fait que ET égale ETP. Donc un bassin versant très humide aura une tendance à utiliser toute l'énergie qu'il reçoit pour l'évapotranspiration. Ainsi, dans des contextes humides, toute énergie supplémentaire sera utilisée pour l'évapotranspiration et, à contrario, le T sera plus sensible à un surplus de précipitation. On parle souvent de bassins versants limités par l'énergie pour l'évapotranspiration. A contrario, pour les bassins très arides, où ETP est très grand devant P, la courbe tend asymptotiquement vers la droite ET sur P égale 1. Dans ces bassins, toute l'eau arrivant sous forme de pluie va être évaporée alors que l'évapotranspiration sera peu sensible à un apport supplémentaire d'énergie. On parle alors de bassins versants limités par l'eau pour l'évapotranspiration. Je vous l'ai dit, Budico n'était pas le premier à proposer une telle équation. Cette figure représente d'autres équations proposées. La première, datant de 1904, correspond aux travaux de Schreiber. On remarque d'ailleurs que l'équation de Budico n'est rien de plus qu'une moyenne géométrique des équations proposées par Schreiber et par Oldekop. Globalement, les différences semblent minimes et les conditions aux limites évoquées précédemment sont toutes respectées par ces différentes équations. On peut cependant être amené à choisir telle ou telle formule selon le contexte régional où on se trouve, en ayant par exemple fait une analyse de la validité des formules dans la région d'étude, à partir d'observations de pluie, de TP et de débit. Les travaux de Budico datent des débuts de la modélisation hydrologique, mais un fort regain d'intérêt pour cette approche existe aujourd'hui. En effet, ce type d'analyse permet d'appréhender de façon très simple l'impact du changement climatique sur l'évapotranspiration et donc sur l'écoulement. Pour illustrer ce type de démarche, regardons le positionnement des points du bassin versant de la Garonne à Portet-sur-Garonne. Ici, nous ne prenons pas les valeurs moyennes de toute la période d'enregistrement des pluies, débits et ETP, mais des périodes de 10 ans. On le voit, ces décades peuvent être assez contrastés en termes d'aridité et conduisent à des rendements évaporatoires également assez variables. Si la courbe de Budico ne suit pas tout à fait les points expérimentaux, on voit qu'elle donne de bonnes indications sur les variations du rendement évaporatoire en fonction de l'aridité. Les projections climatiques étant largement disponibles et permettant de calculer l'aridité à plusieurs échéances, on peut utiliser cette courbe de Budico pour établir des projections en termes de rendement évaporatoire et donc d'évapotranspiration et de débit. Pour conclure sur les approches de Budico, nous avons vu que ces approches respectent les bilans en eau et en énergie, ce qui en fait des approches certes empiriques mais avec des garde-fous fondés sur la physique. Depuis les prémices de ces approches, le recours aux observations faites sur les bassins est important et il est assez remarquable que les bases de données foisonnantes d'aujourd'hui soient venues confirmer les premières équations déterminées à partir de quelques bassins versants. Nous ne l'avons pas vu dans cette vidéo, mais des versions paramétriques existent de ces équations, ce qui permet d'ajuster ces courbes en fonction des bassins versants. Certaines études évoquent notamment que le rôle de la végétation peut moduler l'allure de ces courbes de rendement évaporatoire. Enfin, il est important de rappeler ce que les approches de Budico ne permettent pas. La saisonnalité n'est pas prise en compte dans les équations que nous avons vues.
Pourtant, il est facile de se rendre compte que si l'ETP et la pluie ont des saisonnalités marquées, le phasage entre leurs courbes moyennes auront un impact important. L'utilisation de ces équations dans le cadre d'études d'impact du changement climatique doit être faite avec précaution. Ces approches sont rudimentaires, ne permettent pas de rendre compte d'impact de changement de saisonnalité dans les forçages climatiques et ne permettent pas de simuler les impacts d'un changement de végétation induit par le changement climatique ou d'un changement d'occupation du sol anthropique.